d'écologie urbaine. Puis c'est avec grand plaisir que je vais animer ce webinaire ce midi. Comme vous avez pu l'entendre, il va être enregistré. Donc c'est un grand jour pour le développement de l'approche zone santé, puisque c'est aujourd'hui que nous lançons officiellement le guide de mise en œuvre de la démarche. Fruit d'un travail de plusieurs années, il va permettre de faciliter le déploiement des zones santé à travers le Québec, en inspirant et en outillant les milieux à le faire. Donc merci de venir partager ce moment avec nous. Donc, le webinaire sera accessible sur YouTube et sur notre site internet zone-santé.ca par la suite, mais vous recevrez également un courriel avec les liens utiles dans les prochains jours. À noter que ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière Québec Amis des aînés. Alors, avant de commencer et de se lancer dans les présentations, petit rappel de ce qu'est le Centre d'écologie urbaine et puis quelle est sa mission. Donc le centre est un OBNL qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Puis il a été créé par des citoyennes et des citoyens engagés dont la mission est de proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Le centre collabore avec des communautés et des municipalités partout au Québec, mais aussi au Canada et parfois à l'international. Le projet Zone Santé présenté aujourd'hui est donc, comme vous le comprenez, ancré dans cette mission. Alors, pour rappel, la zone santé, c'est vraiment une démarche qui propose d'aménager les abords des établissements de santé, les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD, en faveur du vieillissement actif. Puis c'est via un processus participatif innovant que des recommandations sont formulées. Des accompagnements ont été réalisés à Montréal et en Montérégie dans les dernières années. Et donc, le guide qu'on dévoile aujourd'hui détaille ces éléments-là. Et c'est pour partager ce travail que nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le webinaire va durer 1 heure, et puis à la fin de cette heure-là, nous espérons que vous serez en mesure de un, comprendre les différentes étapes de réalisation d'une démarche zone santé, puis d'identifier vos potentiels rôles et responsabilités dans sa mise en œuvre dans votre milieu. Suite à cette présentation d'une vingtaine de minutes, des témoignages suivront cette présentation pour illustrer comment la démarche s'est inscrite dans un territoire, la Montérégie. Nous terminerons par une période de questions d'une quinzaine de minutes. Vous pouvez d'ailleurs poser une question à tout moment dans le module questions-réponses de son petit nom Q&R ou Q&A si c'est en anglais. Elles seront posées à la fin du webinaire. Alors, il est maintenant temps de céder la place à nos trois panélistes. Je vais rapidement les présenter. Alors, nous aurons tout d'abord Iman Salama, chargé de projet et développement au Centre d'écologie urbaine. Iman a une expertise en design et en planification stratégique, ce qui lui permet de mener à bien différents projets d'urbanisme participatif au centre. Avec 10 ans d'expérience en développement urbain à différentes échelles, elle a travaillé à Montréal et à l'international pour concevoir des environnements inclusifs et durables. Elle met au cœur de son travail l'importance des contributions de la communauté. C'est donc sans surprise qu'elle a participé au développement de la démarche Zone Santé en Montérégie, ainsi qu'à la formulation des recommandations d'aménagement. Elle va vous en parler. Nous aurons ensuite Annie Lalonde du 6 de la Montérégie Ouest. Annie est conseillère cadre en développement durable et santé environnementale au 6. Elle joue un rôle clé dans la mise en œuvre de stratégies innovantes pour favoriser la santé environnementale et le développement durable au sein du 6. À ce titre, elle coordonne notamment l'ensemble de la démarche de développement durable, incluant la mise en œuvre du plan d'action qui en découle, puis elle soutient l'ensemble des directions dans l'adoption des pratiques durables. Et enfin, nous avons la chance d'avoir également Paul Faulkner qui fermera le bal des présentations. Paul est un usager partenaire du 6 de la Montérégie Ouest, c'est-à-dire qu'il participe à certains projets du 6 pour représenter la voix des usagers du 6. Ayant subi un AVC en 2023, son état l'obligeait à marcher avec une orthèse et un déambulateur. Il a donc pu expérimenter avec nous les enjeux autour de l'hôpital en participant à la démarche de manière active. Il vous en parlera. C'est donc sans plus attendre que je vais céder la parole à Iman Salama qui va vous présenter la zone santé et les étapes pour la réaliser. Bon webinaire. Merci beaucoup, Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler du guide de mise en œuvre d'une zone santé, de vous présenter son contenu et les outils d'accompagnement qu'il offre pour soutenir les acteurs dans la mise en œuvre d'une zone santé. Mais avant de parler du guide, rappelons d'abord le contexte et les enjeux sociodémographiques qui rendent la zone santé essentielle, ces enjeux en termes d'aménagement et pourquoi nous avons réalisé un guide pour sa mise en œuvre. Alors, tout d'abord, du point de vue démographique, on sait que la population au Québec vieillit rapidement.
En 2021, 20% de la population avait plus de 65 ans et cette proportion montera à 24% d'ici 2041. Ce contexte soulève un enjeu fondamental pour la population aînée, c'est-à-dire comment continuer à vivre actif le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que le vieillissement actif? Selon l'OMS, c'est la possibilité pour chacune et chacun de rester physiquement, socialement et mentalement actif, de continuer à participer pleinement à la société et de maintenir ses liens sociaux et un sentiment d'autonomie. La mobilité joue donc un rôle crucial dans ce processus. Il faut réfléchir comment faciliter les déplacements fluides et sécuritaires pour permettre à la population aînée d'accéder aux services essentiels et de rester autonome. Mais pour que ce vieillissement soit vraiment actif, il faut aussi penser que le cadre physique de nos lieux de vie soit adapté à ses besoins spécifiques. Et c'est particulièrement crucial pour les abords des établissements de santé. Alors, pourquoi est-ce que c'est des zones prioritaires, les établissements de santé? Mais parce qu'ils occupent une place tout à fait centrale pour le vieillissement actif. D'abord parce que ce sont des lieux régulièrement fréquentés par la population aînée, particulièrement dans le contexte où on sait que 75% des personnes aînées au Québec présentent des problèmes de santé de longue durée. Donc, cette population va fréquenter de façon très récurrente et se déplacer vers ces établissements pour des rendez-vous de suivi ou même pour l'accompagnement de proches. Il y a aussi la politique de maintien à domicile qui accentue le besoin de rendre ces milieux plus accessibles. C'est pourquoi au Centre d'écologie urbaine, on a fait des abords des établissements de santé un centre d'intérêt stratégique pour le vieillissement actif puisqu'ils sont au cœur du quotidien des aînés. Pourtant, les défis de leur aménagement extérieur sont nombreux. Actuellement négligés, ces lieux sont même plutôt hostiles pour la population. On observe souvent des problématiques de stationnement envahissants, et non conviviaux, des parcours piétons qui sont dangereux ou mal identifiés, avec des risques de chute et des risques d'accident, l'absence d'espace de repos et de mobilier adapté, ainsi qu'une visibilité insuffisante des parcours pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est souvent des lieux qui sont conçus pour l'automobile, qui négligent la dimension piétonne et sociale. On sait aussi qu'en termes d'aménagement, la priorité est souvent donnée à l'intérieur des bâtiments de ces établissements de santé et il y a de très bonnes raisons de le faire. Mais les aménagements extérieurs sont tout aussi pertinents puisqu'ils participent au travail de prévention en santé, sont aussi les prolongements de l'expérience de soins et contribuent à une meilleure santé mentale, physique et sociale. Il est donc essentiel de considérer la façon dont on va réaménager ces espaces extérieurs. Et d'autres enjeux environnementaux viennent s'ajouter aux enjeux du vieillissement actif pour l'aménagement des abords des établissements de santé. On sait que le plus souvent, ces espaces extérieurs sont souvent des milieux très asphaltés, très imperméables, qui génèrent d'importants îlots de chaleur avec une forte dépendance à l'automobile. C'est pourquoi les aménagements doivent aussi participer à l'atteinte des cibles liées à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc, repenser ces espaces, c'est donc agir concrètement pour la biodiversité, le verdissement, la gestion des eaux pluviales et la mobilité durable. Ce sont des gains en matière d'équité, de santé publique et de transition écologique. Et c'est dans cette logique de transformation que le concept de zone santé a émergé. Donc, qu'est-ce qu'une zone santé de façon plus précise? Alors, la zone santé transpose le modèle de la zone scolaire vers les abords des installations de santé, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes aînées et des usagers à mobilité réduite. Elle vise à créer des abords sécuritaires, conviviaux et adaptés au changement climatique autour des établissements de santé pour favoriser le vieillissement actif. Pour développer une zone santé, il y a deux dimensions principales qui sont prises en compte. C'est d'abord le processus, ensuite les aménagements. Le processus correspond au processus de planification participatif qui va permettre de comprendre les besoins et les réalités vécues par les personnes usagères, tandis que l'aménagement, lui, va traduire ces besoins en intervention physique et concrète sur le terrain. C'est vraiment le lien entre ces deux dimensions qui va faire de l'approche zone santé une approche innovante et qui va être le fondement de sa réussite. C'est ce double regard de ce qu'on appelle la rencontre des deux savoirs entre l'expertise des personnes aînées et l'expertise technique des professionnels. Cette démarche est aussi construite au fur et à mesure de notre expérience sur le terrain. Si je peux montrer une petite chronologie de notre expérience avec les zones santé qui a débuté il y a environ 10 ans.
En 2016, le concept est né autour de marches exploratoires qu'on a organisées, de sondages aux abords des installations de santé pour cibler les enjeux qui nous ont permis de faire émerger ce terme de zone santé qui a ensuite été défini en 2020. À partir de 2022, nous avons commencé à faire des projets pilotes d'intervention et d'accompagnement d'installations de santé. Donc d'abord 3 installations pilotes à Montréal et ensuite 3 installations en Montérégie où on a pu vraiment mener toute la démarche avec les acteurs pour réaliser des cahiers des charges avec des recommandations d'aménagement. Éventuellement, ce sont cette richesse de notre expérience qui nous a mené à réaliser notre guide de mise en œuvre pour pouvoir capitaliser sur ce savoir et rendre accessibles nos outils à tous ceux qui souhaitent réaliser une zone santé. Et finalement, nous souhaitons par la suite mener des projets de réalisation sur le terrain, notamment avec une installation partenaire qui souhaiterait tester le modèle. Donc, notre guide de mise en œuvre dont nous faisons le lancement aujourd'hui, vous pouvez trouver le lien sur notre site web. Le lien de téléchargement est également partagé dans le chat. Les objectifs de ce guide, finalement, c'est de d'abord clarifier la notion de zone santé en définissant ses principes, ses bénéfices et spécificités, de illustrer le concept par des exemples d'aménagement et d'accompagnement concrets et inspirants à partir des 6 études de cas que nous avons menées, présenter la démarche à suivre en détaillant les étapes, en précisant les rôles et les responsabilités et en diffusant les outils nécessaires à sa mise en œuvre. Donc, on a vraiment une coffre à outils avec une explication étape par étape de la démarche et des outils d'accompagnement pour soutenir la réalisation de la démarche par différents acteurs. Puis finalement, identifier des conditions de réussite et des leviers concrets pour favoriser la mise en œuvre. Donc aussi toute la question de, une fois qu'on a les recommandations, comment est-ce qu'on peut passer à l'action? Alors, une question fondamentale qui se pose, c'est qui est responsable de coordonner la démarche? On sait que la zone santé mobilise une multitude d'acteurs et au cœur de ces acteurs, nous avons pu quand même identifier des acteurs clés qui peuvent coordonner la démarche, notamment les municipalités avec différents services. Par exemple, les services qui peuvent être concernés et impliqués tels que les services des sports et loisirs, les services de l'urbanisme ou les services techniques. Mais ça peut aussi être assuré par le réseau de la santé. Alors, on sait que le réseau de la santé est vaste, composé de multitudes d'acteurs aux responsabilités variées, et que chaque région a aussi une organisation différente. Il est donc difficile de vraiment définir qui a le meilleur levier pour le faire, mais en réalité, plusieurs entités peuvent le faire. C'est pourquoi le guide suggère que le réseau de la santé, à travers ses gestionnaires locaux comme les SUS ou ses gestionnaires de sites, ait un rôle moteur de coordination de la démarche. Aussi, compte tenu de ses limites et ressources humaines et de temps, il peut aussi s'allier avec d'autres acteurs, possiblement même mandater des organismes si les ressources financières le permettent. C'est un rôle structurant qui sera expliqué un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, voyons maintenant comment se déroule la démarche de zone santé et les outils concrets que le guide propose pour soutenir les porteurs de projets. D'abord, Euh, voici comment le guide de mise en œuvre est structuré. Il présente pas à pas les étapes pour déployer une zone santé sous forme de gestion de projet qui est inspirée par les méthodes de l'urbanisme participatif développées au centre. Cette démarche va prendre en compte 3 éléments fondamentaux. D'abord, une réflexion à l'échelle du milieu euh, qui implique le site, mais qui aussi va au-delà du site, vraiment à l'échelle du quartier. Donc, on essaie de comprendre les besoins du site, mais aussi son insertion dans le quartier. Ensuite, un processus multi-acteurs et multidisciplinaire. Comme je l'ai dit, les acteurs concernés par la réalisation d'une démarche zone santé sont multiples et nombreux et l'approche vraiment mobilisatrice et multi-acteurs va être essentielle pour la réussite d'un projet zone santé. Et finalement, l'approche participative avec la participation active des usagers et usagères au processus de réflexion et de définition des besoins, vu que toute la démarche est basée sur la participation des usagers pour définir les besoins. Donc voilà, la démarche est faite en 5 grandes phases que on va le démarrage du projet. C'est une phase essentielle car elle pose les fondations du projet en mobilisant les parties prenantes clés et en définissant une vision commune
et une définition et une vision commune pour le projet d'intervention. Donc, en fait, c'est pas juste une initiative technique de mettre en place une zone santé, c'est aussi créer une dynamique de collaboration durable autour d'un projet de territoire. Et tout projet de territoire implique une multitude d'acteurs. C'est pourquoi c'est une phase qui permet d'instaurer une gouvernance qui est claire entre les acteurs et qui puisse nous permettre d'avoir une vision commune des besoins et des interventions. Dans notre expérience, on a vu que créer un comité de coordination à l'échelle des acteurs locaux a été très bénéfique et ainsi qu'un comité de pilotage plus à l'échelle des exercices de conseil stratégique et de validation et d'orientation stratégique. Donc, il y a un petit peu une gouvernance à deux niveaux, des acteurs qui sont très proches, des acteurs qui sont un peu plus éloignés, qui restent impliqués dans la démarche. Donc, pour vous accompagner dans cette réflexion de qui impliquer et qui sont ces acteurs, on a développé une cartographie des parties prenantes pour vous aider à visualiser et à cibler les acteurs concernés dans votre territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette cartographie, c'est une cartographie qui est dynamique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fixer un rôle particulier à un groupe. On a vu dans notre expérience que c'était très difficile de dire tel groupe à ce rôle, tel groupe à ce rôle. Mais par contre, on essaie d'illustrer de façon non hiérarchique l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par la démarche de santé, qu'elles y soient directement impliquées ou qu'elles y contribuent en soutien ou en complémentarité. Vous aurez l'occasion de regarder plus en détail cette cartographie dans le guide, mais pour la présenter rapidement, c'est sur la base de notre expérience de terrain qu'on a pu identifier deux types d'implications à la démarche Jeune Santé. Donc, au centre du cercle blanc, on peut voir tous les acteurs qui sont impliqués de façon continue, c'est-à-dire tous ceux qui vont vraiment être impliqués dans la réalisation d'un portrait diagnostic, de développement des faits saillants, de comprendre les besoins, de développer des recommandations. Ces acteurs-là peuvent être les municipalités, les gestionnaires du site, les SUS, les usagers partenaires et potentiellement, si c'est le cas, des groupes mandataires qui mènent la démarche. On peut aussi constater qu'il y a différentes boules de couleurs qui attribuent des rôles, soit de coordination en orange, soit de contribution au portrait diagnostic et recommandations en bleu, soit de validation et d'orientation en vert, et que les groupes d'acteurs peuvent avoir plusieurs chapeaux. Ça peut aussi dépendre du contexte local, de chaque ville, de chaque municipalité. C'est pourquoi c'est une cartographie qui est dynamique parce que chaque réalité va devoir adapter sa cartographie. Et donc, dans le reste de l'espace orange, ce sont les acteurs avec une implication plus ponctuelle à des moments clés de la démarche, qui vont être impliqués, mais qui vont être impliqués ponctuellement. C'est-à-dire qu'on va mener un portrait diagnostic, puis on va pouvoir aller chercher des données auprès, par exemple, des comités de l'installation, de la population du milieu de vie. Aussi au niveau de l'écosystème local, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des comités de voisinage? Euh, Aussi au niveau de la direction de la santé publique, des organismes communautaires, peuvent être impliqués dans cette démarche de diagnostic des besoins. Il y a aussi des acteurs qui sont impliqués plus ponctuellement au niveau de la validation et de l'orientation stratégique, donc comme le MTMD, les sociétés de transport, qui peuvent être impliqués pour valider une orientation, valider une vision à un moment beaucoup plus ponctuel. Donc, ça vous donne une idée de cette multitude d'acteurs, de cette complexité-là, mais cette cartographie permet vraiment de comprendre qui est impliqué de façon continue et qui doit être impliqué de façon un peu plus ponctuelle. Elle n'est pas figée et puis ça montre aussi qu'il faut une concertation importante au niveau d'un projet zone santé et que la complémentarité des expertises et la création de partenariats solides sont aussi des leviers importants pour la réussite des démarches Jeune Santé. Donc, la deuxième phase, c'est comprendre le territoire. Ici, il s'agit de faire le portrait diagnostic du territoire et c'est le cœur de la démarche Jeune Santé. Pour avoir une compréhension fine du territoire autour de l'installation de santé ciblée, le portrait diagnostic s'appuie sur deux volets. D'abord, l'analyse de l'environnement bâti. Ensuite, l'analyse des habitudes et perceptions des personnes usagères. Donc, on a vraiment une analyse technique, essayer de comprendre comment est-ce que l'installation, les enjeux
pense qu'on a un petit problème de connexion de la part d'Iman. Oh, je pense qu'elle a quitté. Je peux prendre le relais le temps qu'elle revienne. Donc, comme Iman le disait, donc c'est ça, la deuxième phase, c'est vraiment comprendre le territoire. Donc, on essaie d'identifier les côtés techniques de l'aménagement. Est-ce qu'il y a des enjeux d'aménagement en termes de sécurité routière, d'accessibilité universelle, en termes de connexion avec les autres parties du quartier, les autres parties de la région? Donc, tout ça est analysé avec différents outils, donc des observations, des sondages aussi, de la documentation. Et puis, il y a un autre côté où là, on va vraiment aller chercher les habitudes, les perceptions des usagères et des usagers, notamment via des marches exploratoires. Le sondage va permettre aussi de le faire ça, donc pour avoir un peu les deux côtés, le côté aménagement, puis le côté expérience du site. Par exemple, vous pouvez voir ici quelques, quelques éléments de réponse. Donc, on a sondé plus de 300 membres du personnel, une trentaine de personnes aînées via des sondages, via aussi la marche exploratoire. Puis, il y a plus de 15 organisations qu'on a consultées pour des expertises diverses, pour essayer hein, vraiment de vraiment comprendre ce territoire-là. Donc, vous retrouvez dans les cahiers des charges des exemples. Et puis, on met aussi les outils à disposition sur nos sites internet en complément du guide. L'idée, c'est vraiment de vous outiller le plus possible. Donc, tout ce qui est les outils d'observation qu'on a utilisés, des exemples de sondage, des guides d'animation de la marche exploratoire, également les outils d'analyse des données. Tout ça est partagé sur le site internet. Donc, ça vous permet vraiment de compléter un peu tout ce qui est théorie avec le guide, mais comment est-ce qu'on met ça en pratique? On essaye de les mettre à disposition. Par exemple, voici un peu les exemples de portraits diagnostiques et de résultats qu'on a mis en avant. Par exemple, à Longueuil, vous pouvez voir une carte des comportements dangereux. Donc, on est allé observer quels comportements dangereux se faisaient sur le territoire. Vitesse excessive, tourner à gauche alors qu'il n'y avait pas le droit, des interactions entre les véhicules et les piétons. Là, vous pouvez voir sur la photo qu'il y avait une personne aînée qui a voulu traverser parce qu'il y avait une rue en face. Donc là, ça montre aussi que peut-être il y a des manques de traverses piétonnes vraiment sécurisées pour finalement formaliser une ligne de désir. Ensuite, on peut aller aussi voir les taux d'occupation des stationnements. On peut voir qu'à Richelieu, sur la gauche, par exemple, il y avait beaucoup de places dans le stationnement, seulement 17% de taux d'occupation pour les usagers et usagers. Ça montre qu'il y a quand même de la capacité pour peut-être faire autre chose de ce stationnement-là, pour le verdir ou faire des espaces de rencontre. Alors qu'à Anna-la-Berge, on était sur du 90%. Donc il y a peut-être un peu moins de marge de manœuvre, étant donné quand même toujours la dépendance à l'auto-solo, même si on essaye de la réduire, mais on prend en considération les contraintes quand même systémiques. Donc, c'est ce genre d'éléments-là qu'on va chercher, des îlots de chaleur. Le fait aussi d'avoir des personnes aînées qui participent à la démarche, comme Paul vous en parlera tout à l'heure, mais ça nous met des témoignages. Par exemple, il y avait une personne aînée qui nous a partagé à Richelieu qu'elle aménageait ses heures de rendez-vous en fonction de la possibilité pour elle de pouvoir se stationner proche de l'entrée de l'installation. Donc elle prenait ses rendez-vous très tôt parce qu'elle savait qu'elle avait de la place proche de l'entrée, alors que si elle y allait plus tard, elle devait plus marcher dans le stationnement et c'était pas nécessairement confortable ou sécuritaire pour elle. Donc on peut voir ici qu'avec ces anecdotes, ça permet un peu d'identifier des enjeux vraiment très précis d'expérience usagère. Et enfin, des manques. On va aussi chercher les espaces de rencontre. À Châteauguay, par exemple, comme vous le voyez, il y a seulement un espace de rencontre pour les usagers et usagers, qui est également l'espace fumeur, qui est assez quand même achalandé. Donc, ça montre aussi les besoins en espace de rencontre et puis le fait de pouvoir proposer plusieurs types aussi de mobilier différents pour accommoder les besoins. Donc voici un peu les types de résultats qu'on peut avoir dans la démarche. Donc ça permet de vraiment se faire une idée des enjeux pour ensuite passer à l'étape 3 qui est ben, analyser ces données-là, formuler des recommandations qui sont adaptées aux besoins. Puis là, encore une fois, vous pouvez aller regarder les cahiers des charges qu'on a sur notre site internet. Donc l'idée, c'est vraiment de présenter des grandes recommandations avec des pistes d'action à court terme, à long terme notamment pour un peu identifier ce qui est à long terme, ce qui serait l'idéal, mais tenant compte des contraintes financières de planification de temps, on essaye aussi de proposer, et l'idée c'est de proposer des aménagements qui sont plutôt court terme pour faire évoluer le statu quo dans une seconde.
dans une certaine manière avec les ressources qu'on peut avoir, donc de trouver un équilibre entre cela. Le type de recommandation se base sur 3 grandes orientations. Ça, c'est vraiment la théorie, un peu les principes d'aménagement. Le premier, c'est d'assurer des liaisons piétonnes sécuritaires, donc de l'entrée des bâtiments aux autres bâtiments, de l'entrée des bâtiments au stationnement et aux espaces de rencontre, mais aussi de l'entrée des bâtiments au quartier environnant, au trottoir ou également au, je au, pardon, au générateur de déplacement, au lieu de fréquentation dans le quartier. Le deuxième, c'est d'aménager des abords, conviviaux et accessibles pour vraiment, inciter les usagères et usagers à profiter de l'espace extérieur. Aussi ça oh pardon, aussi ça a des effets sur, les effets d'îlots de chaleur et cetera. Donc de vraiment faire en sorte d'avoir des espaces qui soient agréables, attractifs et accessibles aussi. Parce que sans accessibilité, si on peut pas y accéder, il y a un contrat qui est pas rempli. Et enfin, connecter le site à l'échelle du quartier. Donc là, on est un peu sur, essayer de vraiment faire en sorte que le site fait partie de, vraiment le milieu de vie, donc de réfléchir à quels sont les lieux de fréquentation. Est-ce qu'il y a une rue commerciale? Est-ce qu'il y a un arrêt de bus, une station de métro? Est-ce qu'il y a, un parc à côté? Et donc, de faire en sorte de connecter ce site-là à ces éléments-là pour encore une fois, encore plus inciter et sécuriser, rendre accessibles les déplacements pour, favoriser, les déplacements actifs vers ces lieux-là et dans une seconde mesure, favoriser le vieillissement actif, réduire l'isolement social, et cetera. Donc tous ces éléments-là, finalement, qui sont un peu la théorie, la démarche nous permet de l'appliquer, aux spécificités des installations. Donc voici par exemple quelques exemples de recommandations qu'on a proposées. Pour l'hôpital Anna-Laberge, où on avait un grand stationnement qui manquait un peu d'accessibilité, ben on est venu proposer bon, des sentiers piétons séparés de la circulation. Ça, c'est un peu la base, c'est vraiment de rendre les cheminements entre son auto, entre la rue vers l'entrée du bâtiment sécuritaire avec une zone dédiée. Également du verdissement, un nouvel espace de rencontre sur toute l'allée qui fait face à l'entrée du bâtiment là, qui est présente. Il y a une allée avec, du gazon et des arbres, mais qui n'est pas nécessairement aménagée, donc c'est vraiment, une opportunité à saisir. Également la création d'une zone piétonne, pour vraiment marquer le fait que, cette zone est accessible et possiblement, appropriable par les usagères et usagers. Donc voici quelques éléments. Donc ça a été fait de manière 3D pour vraiment illustrer la vision et un peu, inspirer sur ce sur quoi ça pourrait être, fait. À noter que ces, aménagements-là, ces propositions-là sont des visions. Il n'y a pas d'étude de faisabilité, sur, par exemple, les infrastructures souterraines et cetera qui ont été faites. Donc l'étape d'après, c'est vraiment de prendre cette vision-là, puis d'aller faire ces études-là pour vraiment, faire les plans et devis et déterminer qu'est-ce qui est possible, dépendamment du budget, dépendamment, du contexte et cetera. Ici, on est à Richelieu devant le CLSC. Donc là, c'est le stationnement où il y avait vraiment beaucoup de place. Donc là, on s'est dit qu'on allait proposer la création d'un espace public puisqu'il manquait vraiment d'espace pour se rencontrer. Donc un espace public qui fait face à l'installation, ce qui permet aussi de couper finalement l'accès à la rue directement devant l'entrée de l'installation, parce qu'il y avait des enjeux de cohabitation entre, les piétons qui voulaient accéder au bâtiment et les véhicules qui tournaient. Et puis également, il y a une route du ministère qui passe en avant, donc on a essayé de venir proposer aussi des aménagements qui répondent aux besoins. Hem donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de normes pour des aménagements, au ministère, aménagements transitoires, je parle donc. Donc, ce qu'on propose n'est pas nécessairement dans les normes, mais au moins ça permet de faire avancer la discussion, d'amorcer des discussions sur ce qu'il est possible de faire sans avoir une planification à 5 10 ans, ce qui finalement, ne fait pas évoluer les statu quo. Donc on est là un peu dans, des projets vraiment pilotes, puis de propositions, par rapport à ça. Et enfin ici, à Montréal, à l'Institut universitaire gériatrique de Montréal où, on est venu vraiment proposer un aménagement qui serait à long terme. Donc vous voyez beaucoup de verdissement, des sentiers piétons, sécurisés et puis une diagonale qui passe au milieu. On s'est rendu compte en parlant avec les usagères qu'il y avait vraiment, beaucoup de déplacements en diagonale pour rejoindre un autre bâtiment. Donc on est venu formaliser ce déplacement-là en en prenant en considération ces besoins. Donc là, on voit un peu le lien entre le processus et les aménagements qu'on fait.
Et enfin, les deux dernières étapes, c'est évidemment de planifier l'intervention. Là, on a nos recommandations. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on va hiérarchiser les actions, essayer de déterminer des priorités, de voir quels sont les financements possibles et donc d'arrimer nos propositions avec ces financements-là, de voir les priorités, de voir quelles opportunités d'aménagement sont à venir pour pouvoir jumeler les deux. Donc, vraiment d'avoir une planification de cette manière-là. Et puis nous, ce qu'on propose, c'est d'agir vraiment pour réaliser via l'urbanisme transitoire. On sait que de réaménager et d'avoir des gros projets, ça prend du temps, ça prend des ressources, mais il y a des choses qui sont possibles, il y a des évolutions qui sont possibles via l'urbanisme transitoire, donc via des choses qui sont seulement de surface, que ce soit du marquage au sol, l'ajout de mobilier, l'ajout d'arbres en pot, de l'ajout de polar, etc. Donc des choses qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont moins conséquentes à mettre en place et qui permettent c'est ça, de faire quand même évoluer les statu quo euh, tout en restant, euh, tout en restant en équilibre avec les principes de la zone santé. Donc d'aller tester ça et de mettre en place ces aménagements. Ce qui est, Ce qui est bon aussi, c'est que c'est modulable. Donc si il y a des aménagements qui fonctionnent moins ou qu'on voit qu'ils pourraient être améliorés, ils peuvent être modifiés très rapidement. Donc ça permet vraiment d'avoir une adaptation aux besoins de manière continue. Donc voilà, ce sont les 5 étapes qu'on retrouve dans le guide. Donc il y a vraiment plus de détails dans le guide. Il y a aussi des petits éléments de retour d'expérience qu'on a de notre côté. Donc comme vous avez pu le remarquer, ce guide-là est vraiment un bel outil pour accompagner puis outiller la réalisation d'une démarche. Donc on vous invite à aller le regarder. Mais maintenant, pour illustrer comment cette démarche se concrétise vraiment sur un territoire, ben, nous avons la chance d'accueillir 2 personnes qui ont participé en Montérégie, qui vont nous partager leur expérience. Donc ils ont été au cœur de la démarche pour l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay. Et donc sur ce, Annie, je te cède la parole pour partager ton expérience. Oui, merci beaucoup, Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ça me fait plaisir de vous parler de l'expérience que l'on a vécue au 6 de la Montérégie-Ouest dans la réalisation de la démarche donc zone de santé à notre hôpital Anna-Laberge. Comme Hugo vous l'a mentionné, je suis conseillère cadre en développement durable au 6 de la Montérégie-Ouest, que je vais me permettre d'appeler le CISMO pour la suite de ma présentation. Donc, premièrement, je vais revenir très brièvement sur mon rôle au sein du CISMO parce que Hugo l'a mentionné en me présentant. Je suis responsable de coordonner la démarche de développement durable et santé environnementale au sein de l'organisation. Je soutiens donc l'ensemble des directions dans l'intégration de principes de développement durable et de santé environnementale. Je pilote donc la mise en œuvre de notre plan d'action. Et pour ce faire, ben, j'encadre la réalisation de projets selon les 10 thématiques prioritaires qui sont identifiées dans notre plan d'action. Donc, on parle de thématiques vraiment variées, gestion de matières résiduelles, biodiversité, soins durables et autres. Et je fais tout ça en collaboration avec nos experts cliniques, nos directions techniques et le soutien administratif pour qu'on s'assure vraiment d'avoir une approche globale et intégrée là, au sein de l'ensemble du système. Mais maintenant, parlons en quoi la démarche zone de santé s'est révélée pertinente pour notre établissement et qu'est-ce que ça nous a apporté. Tout d'abord, ben, on considérait que la démarche zone santé, ça nous permettait de contribuer concrètement à 3 thématiques de notre plan d'action en développement durable. Donc, tout d'abord, notre thématique sur la mobilité durable, hein, c'est une thématique où on vise à favoriser un transfert modal vers des modes de transport plus écologiques. Et ça, autant pour nos employés, nos usagers, fournisseurs, les visiteurs, mais aussi plus globalement là, au niveau de toute la population de la Montérégie-Ouest. Ensuite, ça nous permettait de contribuer aux objectifs de notre thématique sur la qualité de vie au travail des employés et la qualité de vie des usagers par des aménagements mieux adaptés. Et finalement, là, on pouvait venir toucher aux objectifs de notre thématique qui incluait des cibles au niveau des aménagements inclusifs, donc où on fait la promotion des principes d'accessibilité universelle. Donc, grâce à la démarche qui a été mise en place à l'hôpital Anna-Laberge, on a pu obtenir des propositions et des exemples concrets d'aménagement
Et le projet a aussi permis aux directions du SISMO qui étaient impliquées dans le projet d'acquérir des connaissances et d'être sensibilisées sur plusieurs choses, en fait. Donc, tout d'abord, les besoins des usagers, sur les aménagements inclusifs qui favorisent les déplacements actifs, sur les partages de responsabilités aussi quand on parle de l'accès à l'installation. Hein. On a parlé, Hugo et Iman en ont parlé, l'implication de la ville, du ministère des Transports, les sociétés de transport. Donc, tout ça doit être en concertation quand on parle de l'accès à l'installation. Et donc, c'est un beau projet qui montre tous les avantages de ces collaborations-là. Et évidemment, ben, c'est un projet, nous, on le voyait beaucoup comme un projet qui nous a permis de renforcer la culture du développement durable au sein du SISMO en valorisant notamment l'innovation et la participation active des usagers. Donc maintenant, si on regarde un petit peu plus le rôle que moi j'ai joué là, dans la démarche, tout d'abord, ben, j'ai été impliquée dès le choix de l'installation. En fait, on a choisi notre installation la plus importante actuellement, l'hôpital, qui est une installation pour laquelle on savait déjà qu'il y avait des enjeux d'accessibilité. Donc, ces enjeux-là étaient connus. On a des problèmes de surcharge des stationnements et parallèlement, ben, peu d'alternatives à l'utilisation de l'auto. Donc, pour nous, c'était super intéressant de faire la démarche à cet endroit-là. Ensuite, ben, j'ai mobilisé les différentes directions du SISMO qui ont été impliquées dans le projet. Donc, on parle de la direction des activités hospitalières, la direction des services techniques, la direction des activités de santé publique, mais aussi la direction qui est responsable des partenariats avec les usagers. Ça représentait beaucoup quand même de parties prenantes à mobiliser à l'interne déjà et à faire embarquer dans le projet. Et évidemment, ben, j'ai eu un rôle important dans le partage des besoins, l'identification des enjeux, participation à la marche exploratoire, rôle dans la promotion du sondage aussi auprès des employés et des usagers. Et maintenant, dans le fond, pour la diffusion des résultats qu'on a obtenus. Parce que justement, là, on est rendu en fait à l'étape de voir ben, comment on va utiliser les résultats du projet, le beau cahier des charges qui nous a été remis, comment on va faire vivre ça. Donc là, ce qu'on envisage actuellement, évidemment, c'est que les résultats de la démarche vont être intégrés quand c'est possible dans les projets de réaménagement futurs à l'hôpital Anna-Laberge. Mais on veut aussi s'en servir comme inspiration, donc les concepts qui sont proposés, puis le type d'aménagement pour des projets dans d'autres installations, en fait, que l'on a. Donc, de pouvoir vraiment l'utiliser pas uniquement à l'hôpital. Évidemment, ben, on explore en ce moment les pistes de financement, donc de sources de financement possibles, parce qu'on aimerait vraiment ça, tester les aménagements et les concepts qui sont proposés dans le cahier des charges. On a des projets ou des idées, en fait, projets d'urbanisme transitoire, comme Hugo en a parlé, donc l'idée des aménagements temporaires ou de surface pour vraiment tester les idées. Donc, on est à la recherche de financement pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Et en fait, ben, le projet va aussi servir d'exemple lors de formations ou d'événements de sensibilisation quand on parle d'amélioration des pratiques ou d'exemples concrets sur les avantages d'intégrer les usagers partenaires dans nos projets et d'axer nos travaux, en fait, toujours sur le besoin des usagers. Et je vais finir avec quelques éléments là, pour ceux qui sont intéressés à mettre en place une telle démarche. Donc, tout d'abord, je tiens à souligner l'importance de la concertation dans ce type de projet-là. C'est un projet qui permet vraiment aux organisations de jouer un rôle mobilisateur. Donc, soit en initiant ou en renforçant, là, selon le cas, les dialogues avec les parties prenantes du territoire, donc les municipalités, sociétés de transport et autres. Et ça contribue à une vision régionale du rôle de nos installations, qui est vraiment super intéressant. Et je dirais que pour les établissements du réseau de la santé, ben, c'est une démarche qui s'inscrit dans notre devoir d'exemplarité. Et pour le SISMO, bien évidemment, on le voyait comme un projet qui contribue aux objectifs de notre plan d'action en développement durable, notamment pour la thématique de mobilité durable, mais pour d'autres thématiques comme je vous en ai parlé, mais aussi qui nous permettait de répondre à nos objectifs d'accessibilité aux soins de santé, qui sont des objectifs organisationnels importants au système. Donc voilà, Hugo, je te redonne la parole.
Merci Annie, et puis merci encore hein, d'avoir participé à cette démarche. Ton aide a vraiment été précieuse dans toutes les modalités de la démarche. Puis parlant d'aide précieuse, celle de Paul l'a tout autant été. Donc c'est maintenant à toi la parole. Paul, je te laisse y aller pour nous présenter un peu ton implication dans la démarche. Ok, ok, est-ce que vous m'entendez? OK, Oui, mon c'est bon. micro, oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai subi un AVC en 2023. Je ne suis pas un client ou un usager d'Anna Laberge. Quand le bureau de partenariat m'en a mentionné, ils ont juste trouvé que puisque j'avais une vue totalement euh, j'avais pas d'opinion du tout sur Anna Laberge. J'ai été approuvé comme usager partenaire parce que moi, en fait mon AVC, je viens de l'hôpital de Richelieu. Après ça, j'ai été à Villa Médica Montréal. J'ai fait de la réadaptation au CMR de Saint-Hubert. Et dans tout mon cheminement, je me suis proposé de participer à des programmes pour pouvoir améliorer et de pouvoir exprimer aussi ce qu'on vit euh, lorsqu'on est à mobilité réduite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je regarde la photo, c'est que ça a été fait l'année passée. Et puis, je peux vous dire que cette année, je ne sers plus mon déambulateur ni de mon orthèse. Alors, moi, j'ai même ce que j'appelle mon propre programme d'amélioration continue, mais j'ai quand même je me fais des opinions, puis je vais même me permettre de parler aux dirigeants des entreprises et des commerces lorsque je vois qu'il y a une petite difficulté avec leur aménagement pour les personnes qui doivent se déplacer dans leur vie. Fait que, dans la- personnellement, je peux vous dire que je suis encore actif à mon travail. Je travaille de la compagnie Dural à Dorval depuis 1984. J'ai été impliqué aussi, je suis encore impliqué au sein de l'ACMAT. L'ACMAT, ça veut dire Association de la quincaillerie et matériaux de construction du Québec. J'ai été aussi impliqué ceux qui aiment l'environnement et l'écologie. Vous connaissez seulement le règlement sur la récupération des contenants de peinture. Mais j'ai été impliqué dans la réglementation, l'écriture du règlement et la mise sur pied de l'éco-peinture. Et avec notre ami M. Trump et son protectionnisme, on a parti en 2018 le programme Bien fait ici, qui a été relancé ce printemps, qui est pour encourager l'achat des produits locaux en quincaillerie. Alors, j'ai un petit côté politique que j'aime m'impliquer aussi. Alors, mais je pense que en me définissant comme étant un bon porte-parole, c'est une bonne affaire. Puis, une minute, là, je disais que OK. Ah oui, une autre affaire qui Oui, est oui. importante, c'est que il y a un an, j'avais mon côté sensoriel qui était très, très, très en fleur de peau. J'avais de la misère avec mon équilibre. Alors, la moindre petite déviation sur le sol, je le ressentais tout de suite. Fait que ça, c'est une affaire qui aide souvent quand on est sans handicap, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment incroyable, là. Fait que des fois, il y a des aménagements qu'on voit qui sont le fun, mais lorsqu'on est à mobilité réduite, c'est un petit peu plus ambigu. Fait que j'aime bien d'avoir été impliqué dans le concept pour faire des petits commentaires sur certaines limites à tenir compte. Donc, je pense que c'est bien ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que en étant un usager partenaire, je rajoute un point de vue donc complémentaire à tout le côté technique que les intervenants peuvent avoir et aussi tous les ingénieurs, architectes, tout ça, que ça permet justement de voir certaines problématiques ou améliorations à faire à ce moment-là. Mais justement, peut-être je vais te laisser, Paul, continuer en disant comment tu as été impliqué dans la démarche, puis qu'est-ce que tu as participé. C'est ça, on voit des autres photos à l'écran, donc peut-être nous Oui, c'est dire ça, c'est un qu'on petit mot sur ça. on a pris plusieurs heures là, qu'on a été faire une marche à l'extérieur du bâtiment.
On est parti de l'hôpital jusqu'à, je dirais, le centre commercial qui est pas loin. Et on est revenu. De l'autre côté, il y a un hôpital et il y a aussi la traverse problématique. Je ne me souviens pas si c'est la 132, je crois, qui est la route devant l'hôpital. Là, on a vu que vraiment, là, on a des endroits, ben, même sur une des photos, on voit qu'on a de l'accotement, on n'a même pas de trottoir, on doit traverser, c'est assez problématique. Tant qu'on est à l'hôpital, ça va bien, mais aux environs de l'hôpital, c'est pas vraiment adéquat comme tel. Fait que j'ai été impliqué justement à faire la marche là, dans tous les beaux petits chemins et tous l'environnement de l'endroit comme tel. En effet, puis c'était vraiment intéressant, là, comme on voit sur la photo, le fait de marcher avec toi et de se rendre compte des enjeux quand on a un problème de santé, c'est directement sur le terrain, on comprend tout de suite. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la rencontre des deux expertises entre l'expérience usagée et puis l'expérience un peu plus professionnelle, bah, c'était vraiment le cœur de ça lors de la marche. Puis, t'as pas aussi participé aux rencontres avec nous, donc ça nous a vraiment permis d'avoir des discussions plus profondes, puis de vraiment mieux comprendre ton expérience. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis ça montre l'intérêt d'impliquer les personnes usagères dans la démarche, parce qu'il y a vraiment toute une autre perception qu'on va chercher et qui met vraiment en avant des enjeux que peut-être nous, on ne le verrait pas. Puis ça permet aussi de développer le sentiment d'appartenance et de participer à une démarche, puis d'aider. C'est aussi apprendre pour ça. Donc, merci Paul. Si jamais il y a des questions pour Paul aussi, n'hésitez pas à les poser. Donc, avant de passer aux questions, ben, je vais juste faire une petite conclusion. Donc, vous l'avez donc compris à travers cette présentation, la zone santé propose une démarche participative complète qui vise le réaménagement des milieux de vie autour des installations de santé, évidemment, pour qu'ils soient plus conviviaux, sécuritaires, résilients et évidemment favorables au vieillissement actif. Donc, on touche quand même beaucoup de thématiques, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Notre mission à nous, c'est vraiment d'inspirer puis d'outiller pour activer cette transformation. Votre mission à vous, si vous l'acceptez, c'est vraiment de vous approprier ces outils et les principes qu'on propose pour réaliser votre propre démarche. Évidemment, le processus et la manière dont vous l'effectuez est modulable et tout à fait adaptable. Nous, on propose vraiment quelque chose d'assez exhaustif, mais vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre, rejeter ce qu'il y a à rejeter, dépendamment de votre expertise, de votre temps, etc. Donc, c'est vraiment adaptable. Puis c'est ça qu'on essaye un peu de vous démontrer aujourd'hui pour que ça corresponde à vos besoins. Donc, il vous reste plus qu'à vous approprier ces outils. Donc, c'est ce qui termine les présentations pour aujourd'hui. Un grand merci à Iman Salama, Annie Lalonde et Paul Faulkner pour leur partage. Donc, on peut maintenant répondre aux questions qui ont été posées dans le module questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser. Il y en a une ou deux déjà qui ont été posées, mais peut-être je peux commencer par la première. Puis elle est destinée pour Iman. Donc, Iman, parlons de l'éléphant dans la pièce. On en a parlé quand même un peu pendant toute la présentation, mais c'est la question du financement. Faire la démarche pour faire les aménagements, il faut quand même du financement, même si on parle d'aménagement transitoire. Quels sont les leviers financiers possibles pour réaliser? Comment est-ce qu'on peut vraiment trouver des ressources financières pour la faire? Est-ce que tu as des idées? Comment est-ce que notre auditoire là qui nous écoute pourrait se dire, bon, ben, on peut utiliser tel financement de telle manière pour amorcer la réflexion. Donc, je te laisse y aller. Oui, merci. Tout d'abord, excusez mon absence, j'ai eu un problème technique. Merci à Hugo d'avoir pris le relais. Alors, c'est vrai que pour la question du financement, c'est un élément qui revient souvent, comme aussi Annie Lalonde l'a souligné, une fois qu'on a des recommandations, un cahier des charges, des idées d'intervention, mais c'est toujours très difficile de passer à l'action à cause de cet enjeu de financement. Mais en réalité, il y a plusieurs options. La meilleure opportunité, ce serait de réaliser en fait le projet de zone santé dans le cadre d'un projet de réaménagement ou d'infrastructure qui est déjà en cours. D'où l'importance aussi de la concertation avec les acteurs, essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la municipalité, au niveau de la ville. S'il y a des projets qui sont en cours, ben, c'est beaucoup plus facile d'intégrer la zone santé dans la démarche, dans les devis qui sont pertinents et qui sont c'est pertinent de le faire en amont, en fait, pour déterminer les éléments à ajuster dans le devis.
Par exemple, si une municipalité veut intégrer le réseau dans la planification et prendre en considération l'installation, si un projet d'installation veut intégrer les municipalités pour évaluer les opportunités et jumeler des projets potentiels, c'est tout autant des façons en fait de trouver un financement pour le projet. Sinon, il y a aussi des demandes de subventions, tout simplement, parce que l'avantage aussi d'une zone santé, c'est que ça touche plusieurs sujets. Donc, ça peut être dans la mobilité active, dans l'adaptation au changement climatique, le vieillissement actif. Toutes ces dimensions-là peuvent se retrouver dans une approche zone santé. Puis, plusieurs programmes de subventions sont disponibles pour ces éléments-là. Par exemple, Québec a mis des aînés avec un programme d'infrastructure pour transport actif, le programme d'adaptation au changement climatique, etc. Puis je pense aussi finalement une autre idée, ce serait d'essayer de trouver des fondations, par exemple les fondations des hôpitaux qui peuvent participer, les fonds verts, allier les partenaires pour un montage financier. Donc il y a en fait une série de possibilités de jumelage de choses qui peut faut être un peu plus créatif dans la façon dont on va aller chercher des fonds, mais je pense que l'avantage d'une zone santé, c'est aussi qu'elle a plusieurs dimensions, puis ça offre plusieurs options. En effet, merci beaucoup pour la réponse. J'ai une autre question qui a été posée, c'est au niveau de l'accès en transport collectif. Est-ce qu'on prend pour acquis que l'accès se fera toujours par voiture ou par transit? Donc, est-ce qu'on on pense quand même à l'accès au transport collectif dans nos recommandations? Peut-être préciser sur cet élément-là. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle d'analyse à l'échelle du site et du quartier, c'est aussi pour penser la connectivité avec les réseaux de transport actifs. Donc, le transport collectif est central quand même. On va aller repérer les arrêts de bus qui sont à proximité, va évaluer la qualité des cheminements, la sécurité des passages piétons qui vont connecter justement le cheminement, le parcours des arrêts d'autobus jusqu'à l'entrée de l'installation. Donc, non, le travail aussi de coordination avec les sociétés de transport, par exemple. À Longueuil, on a eu Société de transport qui était présente à la marche exploratoire et puis qui a pu ajouter un arrêt de bus ou améliorer une de ces installations comme retour de nos recommandations. Donc, non, la question de l'intégration des transports communs est vraiment centrale au parcours. Super, merci. Pour un peu plus concret, puis pour aller un peu plus loin, Paul et Annie, si vous avez des éléments, mais est-ce que vous auriez des exemples de résultats, de moments pendant la démarche qui vous ont marqué, qui ont montré l'importance de la démarche ou qui ont été quand même assez intéressants et vous a dit, ah oui, ok, j'ai appris quelque chose, ou alors ah, ça a servi à ça, ou alors ah oui, j'espère que ça va aller plus loin. Est-ce que vous auriez des éléments à partager c'est ça, pour avoir un peu votre expérience. Peut-être Annie, si tu as quelque chose, je te laisserai la parole. Et puis Paul, ensuite, tu pourras continuer. Oui, c'est sûr que l'expérience de la marche exploratoire avec les usagers partenaires, ça a été super intéressant parce que en travaillant dans le développement durable, je suis sensibilisée à l'accès inclusif, l'accessibilité universelle, les aménagements pour les transports actifs et collectifs. Mais comme Paul le mentionnait, quand on vit pas avec une limitation ou avec une situation où on est plus vulnérable, ben, on peut pas se mettre nécessairement toujours dans la peau de ces personnes-là. Puis le savoir de nous-mêmes. Puis je trouvais ça intéressant parce que l'urbaniste de la ville de Châteauguay qui nous accompagnait, donc qui représentait la ville, cette partie prenante-là, elle avait aussi l'expérience d'avoir été proche aidante pour sa mère qui avait fréquenté l'hôpital. Donc, elle faisait des commentaires, elle voyait des choses autant de son expérience de proche aidante et de dans le fond, de son rôle d'urbaniste. Donc, tu sais, c'est vraiment à quel point c'est essentiel d'avoir les usagers avec nous dans ce projet-là. Et c'est un objectif que l'on a au SISMO, de les intégrer vraiment davantage. Puis je pense qu'on veut tellement qu'on manque d'usagers partenaires actuellement pour tous nos projets, mais ça démontre, dans le fond, toute la pertinence de le faire, puis que c'est vraiment important de le prévoir. Avant de passer la parole à Paul, je resterai sur toi, Annie, mais on a une autre question. C'est
Est-ce qu'il y a d'autres Madame Lalonde dans les autres six et sus? Grosso modo, c'est donc là en 6 Montérégie-Ouest, c'était toi, mais est-ce que tu sers de tremplin pour inclure de telles considérations dans les besoins de projet? Puis dans les autres six sus, comment ça se passe? On sait qu'il y a des organisations différentes, mais ce serait quoi ton point de vue là-dessus? Oui, oui, en fait, tout à fait. Tous les établissements du réseau de la santé ont un répondant en développement durable et la majorité, ce sont des gens qui ont un poste dédié à leur démarche de développement durable. Donc, vous pouvez me retrouver dans tous les établissements comme porte d'entrée. Ça ne sera pas dans tous les établissements, par contre, que la personne au développement durable serait impliquée autant que moi. Ça varie vraiment beaucoup, en fait, d'un établissement à l'autre, mais c'est toujours un bon point d'entrée pour être redirigé vers la bonne personne. Moi, au niveau du Sismo, ben, je suis à la direction des services techniques, donc ceux qui gèrent le parc immobilier. Donc, c'est sûr que je suis bien impliquée à ce niveau-là. Donc, dans tous les projets de réaménagement, j'ai un lien privilégié. C'est pas nécessairement le cas pour tous les répondants en développement durable dans tous les établissements, mais ils seront assurément vous orienter vers la bonne personne. Super, merci. Peut-être avant de terminer, Paul, si jamais tu as un élément en 1, 2 minutes rapidement, un élément qui t'a marqué pendant la démarche, si tu veux partager pendant la marche qu'on a faite. Hmm. OK. Ouais, on Oui, t'entend. je peux faire un petit commentaire. C'est que le fait d'avoir été accompagné par une équipe, euh, ça m'a aidé à faire que- euh, de sortir de ma zone de confort. Parce qu'il y a peut-être des places que j'aurais pas été à ce moment-là de moi-même, parce qu'on apprend, surtout avec les adaptations, de mettre le mot sécurité à l'avant-garde tout le temps. Fait que, il y a des endroits si j'avais été tout seul, je l'aurais pas fait. Oui, même en Mais marchant avec toi, on s'est rendu compte de ouais, ça. ouais. Mais même maintenant, écoute, je fais mon choix quand je vais faire mon épicerie, ou n'importe quel commerce, je choisis toujours celui qui est le mieux aménagé pour moi-même. Donc, on apprend ben, ma vision est vraiment différente par rapport à 3 ans. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Il y a juste eu deux petites autres questions. Je vais juste rapidement. Est-ce que la zone santé a accès à se faire connecter auprès des responsables en développement durable des CIS? On a été présenté lors d'une communauté de pratique la semaine dernière aux conseillers cadres au développement durable de partout au Québec. Mais évidemment, on aime à se faire connaître plus largement. Donc, si la personne qui a posé la question, je crois que c'est le 6 Bas-Saint-Laurent, vous pouvez nous mettre en lien avec la personne qui s'occupe du développement durable. On est vraiment ouvert aux, euh, aux propositions puis aux discussions sans problème. Et puis, il y a une autre question, c'est est-ce que les directions des SUS sont en mode ouverture pour déployer ce type d'initiative? À moins qu'Annie ait un petit élément en 30 secondes, mais sinon je dirais qu'en général, il y a quand même une bonne réception de la démarche, puis c'est quand même assez bien reçu parce que on veut améliorer la santé dans toute sa complexité, et donc évidemment, c'est assez positif. Ensuite, c'est tous les éléments et les contraintes qui viennent après qui sont plus importants, mais peut-être Annie, si tu voulais rajouter en 20 secondes, puis après je vais conclure. Ben, c'est bien répondu, Hugo. J'ai pas vraiment. Je pense que l'intérêt est là, mais il faut être conscient des contraintes dans lesquelles les établissements du réseau de la santé sont actuellement. Donc, l'opportunité, comme Iman le disait, de joindre des projets de réaménagement déjà prévus, c'est vraiment là la force de pouvoir mettre en place une démarche et de pouvoir réaliser en fait les recommandations qui vont être suggérées. Super, merci beaucoup. Il est déjà 13 heures, le temps file, je suis désolé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, un courriel de suivi avec l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à le partager auprès de votre réseau. Puis, si vous avez des questions, comme je le disais, n'hésitez pas à contacter donc iman.s@écologieurbaine.net ou à contacter notre équipe par retour de courriel qui vous sera envoyé. Sinon, sur notre site internet, on a aussi
les contacts. Puis on sera ravi de vous rencontrer. Puis encore une fois, toutes les informations, tous les documents, le guide, les annexes, les cahiers des charges sont disponibles sur le site zone-santé.ca. Vous pouvez vous abonner aussi à notre infolette pour recevoir toutes les nouvelles du projet. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présente et présent. Puis au plaisir de voir des zones santé se concrétiser partout au Québec dans les prochaines années. On l'espère en tout cas. Donc merci et puis bonne journée.